Janvier 2010. Plus de 60 scientifiques du monde entier se sont réunis autour du fleuve Mangouk, au sud de Madagascar, avec pour mission de réaliser l'inventaire de la biodiversité d'une des dernières terra incognita de la planète. Pour sa 3e expédition dans cette région du monde, l'explorateur Evrard van den Boom s'est entouré de spécialistes dans l'espoir de découvrir de nouvelles espèces animales et végétales. Son objectif ? Réunir tous les arguments nécessaires à la sauvegarde de cet Éden. Perdu au sud-ouest de l'île Rouge, le massif du Macaï, enchevêtrement inextricable de canyons, a isolé et verrouillé des écosystèmes uniques au monde et vierges de toute observation humaine, devenant ainsi un véritable coffre-fort de la biodiversité. Voilà, faut que tu tires l'intérieur. On est donc au camp de base. On est à peu près au centre du massif, qui fait donc à peu près 150 km de long. Et on est surtout dans la zone forestière la plus dense et la plus large de tout le massif. Ça va être vraiment le terrain de jeu là. Il y a tout à découvrir, tout à explorer. Monsieur, ça a sonné, monsieur. Ouais, alors bon, Après une semaine de trajet, les scientifiques ont des fourmis dans les jambes. Et le temps est compté. Chacun d'eux, grimpant sur les sommets ou parcourant les canyons, part alors à la découverte d'une nature inconnue et qui promet de leur réserver des surprises. Face à la diversité du vivant, ils doivent user d'autant de stratagèmes pour observer les groupes d'animaux qui les intéressent. Leur travail commence par l'installation de différents types de pièges. Filets pour les uns, trappes métalliques pour les autres, au sol ou à la cime des arbres. De leur côté, les ichtyologues, spécialistes des poissons, s'attaquent aux zones aquatiques du massif. Découvert à quelques heures du camp, un premier lac les attend. On vient de s'engager dans un petit étang qui nous paraissait petit. En fait, c'est un bout de canyon qui a été bloqué par un énorme éboulis depuis probablement assez longtemps. Et ça a formé carrément un petit lac naturel. Il y a plein d'insectes aquatiques, il y a des plantes aquatiques, il y a des invertébrés benthiques, il y a toute une petite chaîne alimentaire qui pourrait très bien accueillir des poissons, mais je ne vois aucun poisson. S'il n'y en a pas ici, je ne vois pas où il va y en avoir. Une première énigme semble se présenter à Tanguy. Le Macaï serait-il vide de poissons ? Ces eaux, après avoir traversé des centaines de mètres de roches sédimentaires, chargées en éléments minéraux parfois nocifs, comme le mercure, interdiraient-elles à la vie d'exister ? Ce lac n'est que le premier prospecté par Tanguy. Aucune conclusion n'en sera donc tirée. D'autres lacs, plus grands, plus riches, se cachent sûrement encore dans les circonvolutions du massif. Partie dans une toute autre direction, une des herpétologues de l'équipe est venue, elle, pour faire l'inventaire des espèces d'amphibiens et de reptiles. Alors en fait là, j'ai enregistré son chant et ensuite je lui rejoue, donc je lui repasse son chant. Et là on voit, quand je lui repasse son chant, ça la fait rechanter parce que c'est des grenouilles qui sont territoriales. Donc, du coup ça veut dire qu'il y a un autre... le chant c'est comme s'il y avait un autre mâle sur leur territoire, donc elle rechante. Et donc j'essaye de la faire venir. Là, elle est très énervée là. J'arrive pas vraiment au premier coup d'œil à savoir ce que c'est. Du coup, je l'ai juste mis dans un petit tube pour pouvoir l'observer facilement sans trop la stresser.
Et puis là, je regarde donc le fait qu'elle ait des palmures ou pas aux pattes arrière, aux pattes avant. Je regarde la forme et la couleur de son œil. Je regarde la forme du nez. Je regarde le patron dorsal. Et puis du coup, j'essaye de voir à quoi ça pourrait correspondre dans les espèces qui ont été décrites à Madagascar. Et là, eh ben, je ne sais pas. 99% des espèces d'amphibiens présentes à Madagascar ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Et ce taux d'endémisme record se retrouve aussi au niveau régional. Ainsi, les vallées du Macaï, couvertes de végétation et alimentées par de nombreux cours d'eau actifs tout au long de l'année, présentent-elles les conditions idéales au développement de nouvelles espèces. C'est aussi ce que pense Ed Lewis. Entouré des meilleurs pisteurs de lémuriens de Madagascar, il est venu spécialement pour recenser et effectuer des prélèvements génétiques sur les espèces présentes dans le massif. Un travail délicat. Comment en effet capturer ces animaux évoluant avec agilité à la cime des arbres? Je l'ai. Il va par là. Là-bas, par là. Attention, il s'en va. Il faut sortir le filet, juste là. Il s'accroche. Il arrive, allez, ouais. Bien joué. Bravo. C'est une femelle. C'est à moi de travailler maintenant. Tous les lémuriens capturés par Ed Lewis seront étudiés au camp. Depuis quelques années, son travail révolutionne les connaissances sur les lémuriens. Ses approches morphologiques, comportementales, mais surtout génétiques, ont permis de résoudre bon nombre d'interrogations quant à l'évolution de ces animaux. Enceinte. Respiration 64. Température 37,8. Les études de comportement et notre connaissance des lémuriens en général sont très pauvres, sauf pour quelques espèces, et encore, ce n'est pas suffisant. Anne Laudissois s'intéresse, elle, plutôt aux parasites que portent les animaux qu'aux animaux eux-mêmes. Ainsi, elle profite de chacun des spécimens capturés par les membres de l'équipe pour débusquer puces, poux et tiques. Non, elle est hyper propre. Enfin, elle est vraiment tout à fait propre. Même pas des landes de poux ou quoi que ce soit. Rien du tout. Tant mieux. Oh, il y en a. Yes, il a des puces. Ouais, j'ai eu. Excellent. Les rats, quand ils arrivent pas tout seuls. Ils arrivent avec tous leurs parasites. Et donc, dans des milieux comme ça, qui sont isolés, c'est vraiment c'est la pire des choses qui puisse arriver, tout ce qui est invasif. Et ces bestioles-là, attrapent des maladies? Notamment la peste, Ah oui. surtout ici à Mada, parce que à Mada, c'est là où il y a le plus de peste, en fait, on va dire en Afrique. Ah bon? Mais ici, on n'a aucune donnée, forcément, parce qu'on n'a jamais piégé, en tout cas, les rats. Mais là, c'est assez intéressant d'en avoir Quand ici. tu dis des cas de peste chaque année, c'est sur des hommes ou... Ouais, des cas de peste bubonique, transmis par les puces. Et toi, t'es vacciné, du coup? Non, il n'y a pas de vaccin. Enfin, si, il y a des vaccins, mais ils ne sont pas hyper efficaces. Disons que les effets secondaires sont pires que d'avoir la peste. Parce que ça soigne très bien. Hein. C'est pas comme à l'époque, on pensait que c'était un fléau des dieux ou je ne sais quel autre. En tout cas, le jour où je vois une croix sur ma tempe, moi je déménage. Voilà, ça c'est fait. Et là, on commence la danse africaine. On essaie de trier cette matière pour trouver les insectes. C'est dur de trouver les insectes dans la litière, mais ça, c'est magique. En une nuit de travail, des milliers et des milliers d'insectes vont tomber dans l'alcool. Une fois ces pièges installés, Brian Fisher, spécialiste des fourmis, aurait pu tranquillement attendre au camp quelques heures avant de les relever. Mais dans cet univers grandiose, ces abîmes gigantesques, où la consigne est de ne pas tenter seul de trop lointaines explorations, il profite de l'occasion pour prêter main forte à un autre membre de l'équipe.
Tu vas y arriver? C'est fantastique. Merveilleux. Tu les entends là-bas? Je pense qu'elles sont par là. Comment on va monter là? Peut-être qu'elles passeront par là. On pourrait installer un piège. Oh, quelle odeur! J'ai l'impression que c'est un très grand groupe. On peut y mettre un filet peut-être. Avec un peu de chance, on en prendra une ou deux. Pour cette opération délicate, dans cet univers souterrain escarpé et dans le rocher de mauvaise qualité du Mackay, les deux scientifiques doivent faire appel à l'équipe technique. Cool. 2 espèces, dont une abondante et puis une vraiment intéressante. Ça est très jolie, quoi. Oh, elle est magnifique. Sa couleur est très belle. C'est peut-être une nouvelle espèce. Quand on pense que seulement un quart des chauves-souris de Madagascar ont été décrites depuis 5 ans seulement, une grande partie du boulot reste à faire. Et donc peut-être cette espèce. Oui, absolument. Ah, c'est quand même de la belle bête hein, quand tu l'as en main. Ah ouais, elle a une drôle de tête. Pareil, hein? On dirait un bouc comme ça. C'est hallucinant. Et à quoi ça sert tous les petits plis qui sont dans les oreilles? Elle peut les C'est pour déployer. l'écolocation sûrement. C'est les récepteurs du sonar, quoi. Et elle peut les déployer, tu crois, ou Bah ça ouais, reste- regarde, hop, comme Astérix. Elle débouge. Elle a une super tête. Des petits échantillons de peau. Ça cicatrise super vite. Et en fait, en 5 jours, ça cicatrise, quoi. Ah, une puce. Si pour certains, la nuit est le moment du tri et du repos au camp de base, pour d'autres, c'est la chasse qui commence, notamment pour les spécialistes des insectes volants qui utilisent un piège lumineux pour les attirer. On va aspirer l'insecte, sachant qu'il y a un petit filtre à l'intérieur de oui, de ça la me boîte rassure. pour éviter de directement la gober. D'accord. Et donc on va s'approcher du piège et aspirer. Et il rentre dans la petite et il boîte. rentre dans la petite boîte. Donc là, il faut avoir un œil aguerri. Un peu averti, oui, pour reconnaître les bébêtes, si on veut faire une présélection, évidemment. Parce qu'on pourrait tout prendre, hein, mais bon, après, il y a un post-traitement qui est très très long. Ouais. Donc la première sélection est assez importante, parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de matériel à gérer. Une collection de plusieurs centaines tous les soirs. Qu'est-ce que vous en faites après? C'est une description qui est faite des espèces? La première chose, oui, ça va être de déterminer les spécimens et de décrire ceux qui sont nouveaux pour la science. D'accord. Chacun a une vision différente en fonction de sa spécialité. C'est-à-dire que les papillons, nous, on a tendance à plus les voir. Et on regarde entre les groupes qui ne nous intéressent pas, on cherche voilà, D'accord. Donc tous les gros, tu les élimines déjà? Disons que moi, oui. On a
assiste parfois à des pullulations qui sont liées à des dérèglements justement des milieux. On l'a vu quand les bousses de zébu étaient très présentes, on avait le drap qui se couvrait d'insectes coprophages. Là, c'est vraiment une perturbation du milieu qui fait que la ressource est là, il n'y a certainement pas assez de prédateurs et voilà, il y a des explosions de certaines espèces. Au détriment d'autres? C'est difficile à dire, mais c'est probable. Elle est prête à partir. Sors-lui la tête doucement. Voilà. Fantastique. Bien joué. Un vrai travail de pro. Merci beaucoup. She's gone. Fantastic. On a acheté un épervier, mais on ne sait pas bien le lancer. Waouh, chouette! Ça ressemble bien à un psyll, ça. Les petites surprises du lendemain de pièges lumineux, quand on trie les bestioles, des choses qu'on n'a pas forcément vues quand on les a récoltées. Ah ouais, c'est possible ça. Ah bah c'est ouais. toi qui choisis quand tu... Je choisis, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a quand même que des hémiptères, mais entre une petite cicadelle ou un gros psyll. Donc voilà, ça c'est une bonne surprise. What's the goal? C'est quoi le but dans tout ça? Je veux dire, il y a tant d'espèces. Alors... Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'aime faire des découvertes. Et j'aime apporter une contribution à la description de la biodiversité. Parce que je pense que nous, en tant que taxonomistes, on produit de la connaissance qui peut être utilisée par d'autres spécialistes. Et bien sûr, ça peut donner des idées sur l'évolution. Si vous voyez ce qui existe à travers le monde, vous pouvez réfléchir sur les origines et la distribution des groupes. Améliorer les connaissances, voilà ce qui guide la passion de ces scientifiques venus du bout du monde. Que l'on parle de la moindre plante ou de l'araignée la plus repoussante, rien n'est laissé au hasard. Tu dis quoi? Moi j'ai dit qu'il faut le lâcher. Non. Nous avons trouvé ça très proche ici. Ils ont trouvé ça très loin. Dis-lui aussi que si c'est pour nous qu'il l'a attrapé, et nous on veut pas les voir comme ça dans une cage, dans un truc. Nous ce qui nous intéresse c'est de les voir dans la nature. Oui, justement j'allais expliquer ça. Ah mais ils vont le bouffer, hein. Terrorisé. Ah, si. Pendant que l'une des scientifiques malgaches tente d'expliquer aux villageois le but de cette expédition, Évrard et un primatologue de l'équipe se chargent de soigner et calmer l'animal apeuré. Donc petit chou, est-ce qu'il faudrait lui donner à manger maintenant un peu? Un petit bout de banane. On peut essayer de banane, c'est pas. On peut donner des bananes. On peut essayer si. Ouais. Mathias décide de garder l'animal au camp et de profiter de l'occasion pour l'étudier. Cet épisode a montré aux scientifiques que la région, malgré son isolement et son inaccessibilité, est régulièrement parcourue par des villageois qui, sans même le savoir, chassent des animaux protégés. Le lendemain, Mathias et sa collègue Anitcha, guidés par les explications du braconnier, se rendent à l'heure et à l'endroit exact où a été capturé l'animal. Les primatologues espèrent ainsi pouvoir le libérer parmi les siens. Pour optimiser leurs chances, ils les attirent en rejouant leurs cris.
Il y a du monde. Il y a du monde. La litière est truffée. C'est vrai? Ouais. La plupart des insectes qui m'intéressent se cachent. Et la litière peut être soit le milieu de vie habituel de ces animaux, où ils y sont tout le temps, ou bien ça peut être une cachette temporaire pour la journée, et on va les retrouver ensuite sur les plantes pendant la nuit. D'accord. Okay. Pour les attraper, il n'y a pas 36 solutions. On utilise un parapluie, on essaie de les chasser dedans. Et ensuite, il faut les attraper dès qu'ils tournent dans le parapluie. Ah, c'est à ça que ça te sert, ça. Bon, et du coup, t'en as trouvé combien des sauterelles et des grillons? Sur ce site-là, je dois en avoir à peu près une quarantaine d'espèces. Sauterelles, grillons et criquets sont les espèces de prédilection de Sylvain. Il en est un des meilleurs spécialistes. Évrard décide de l'accompagner pour comprendre un peu mieux son univers. C'est un peu dur. Ah bah tiens. Je me demande toujours comment ces animaux-là sont capables de savoir à l'avance quelle parure ils doivent adopter. Ouais. En fait, ils n'ont pas besoin de le savoir. Pour une raison toute simple, c'est que cette bête qui imite une branche, si elle se retrouve sur un mur, elle va être visible. Donc, si jamais ils n'ont pas le comportement adapté, ils vont se faire bouffer. Ah oui, d'accord. Donc finalement, c'est un peu par sélection, un peu comme ce qu'a fait l'homme en sélectionnant les ancêtres des loups pour en faire des Yorkshire ou des dogs allemands. C'est de génération en génération, ceux qui correspondaient le mieux ont été sélectionnés. Oui, mais pour arriver à obtenir autant de petites choses comme ça veut dire qu'il y a une quantité infinie de mutations pour qu'on en arrive à ça. Mais ce qui se passe, c'est que là, on a affaire à plusieurs centaines de millions d'années d'évolution. D'accord. Ça veut dire qu'en quelques milliers d'années, on arrive à faire passer d'un loup un petit bestiau comme ça avec un nœud rose dans les cheveux. Donc imaginons ce qui se passe en 1 million de fois plus de temps, où finalement le sélectionneur, ça va être le milieu naturel. D'accord. Et finalement, tu me demandais la biodiversité, pourquoi? On n'est pas obligé d'avoir une raison. Et rien que la beauté est déjà une raison sacrément suffisante quand on regarde ça. C'est sûr. Comme chaque jour en pleine saison des pluies, le temps se gâte en milieu d'après-midi. Et la pluie s'invite, accentuant le caractère aventureux de cette expédition. Cela ne dérange nullement les ichtyologues, habitués à se mouiller pour atteindre leur lieu de pêche, ne craignant pas même les nombreux crocodiles présents dans ces eaux. Tanguy et son collègue malgache Jean Rassolo-Ariniena sont toujours à la recherche de leur première prise et prennent dorénavant tous les risques. Les herpétologues profitent aussi de ce pic d'humidité pour collecter des espèces qui ne sortent qu'à ce moment-là. Mais la pluie s'intensifie encore, apportant un autre danger. Notre campement est un peu dans une zone inondable. Et ça n'a pas manqué, quoi. La rivière a débordé, ça a rempli tout le campement. Et puis ça a été le branle-bas de combat, il fallait sortir des tentes, creuser des tranchées autour pour que l'eau puisse s'écouler. Tout a été emporté par les flots.
Le Macaï, recouvert d'une couche de sol extrêmement fine, n'absorbe que très peu de ces précipitations tropicales intenses et les concentre dans ses canyons, créant en quelques minutes des torrents de boue dévastateurs. Malgré cet aléa quotidien, le choix de la saison des pluies pour mener cette expédition n'a pas été effectué au hasard. C'est en effet sous les tropiques le moment de la floraison de nombreuses espèces de plantes. Ainsi, les insectes sont-ils plus nombreux, attirant les oiseaux et les grenouilles, leurs prédateurs. C'est toute la chaîne alimentaire qui reprend vie après de longs mois de sécheresse. La période est donc idéale pour des études naturalistes. Oh, c'est Mimi! Ah, c'est des petites hépatiques à feuilles. Ça, c'est cool alors. Ah, c'est trop. Mais franchement, les gens qui connaissent pas les hépatiques, bah, ils savent pas ce qu'ils ratent dans la vie. Salut Evrard. Franchement, c'est génial. Sur 20 cm², c'est un royaume. À mon avis, tu as 10 espèces là. Chaque groupement de ces plantes-là, les sphènes, les mousses, comme les coussins de mousse que tu vois là, ce sont des micro-écosystèmes à eux tout seuls, à une échelle minuscule. Tu as des petits herbivores qui vont manger les mousses, tu as des petits prédateurs comme les tardigrades qui vont aller manger les herbivores des mousses, tu as des larves d'insectes, tu as des acariens qui vont être détritivores, tu as vraiment tout un écosystème reconstitué à l'intérieur du coussin de mousse. Sur quelques centimètres carrés. Et tu as les fourmis qui peuvent se balader, mais les fourmis sont des monstres là-dedans. Ouais, c'est énorme, c'est comme l'éléphant chez nous, en gros. Chez toutes ces petites plantes millimétriques, si tu veux, tu n'as pas de recouvrement imperméable, ou quasiment pas, donc elles peuvent absorber l'eau par toute leur surface. Ah ouais, d'accord. Alors quand elles sont dans des milieux comme ça, leur rôle, c'est, regarde, ouais. Voilà, c'est des réservoirs d'eau, ça participe à entretenir l'humidité du milieu. Et quand elles sont desséchées, elles sont capables de perdre quasiment 60-70% de leur poids d'eau. Il y a des espèces de ce genre, enfin je ne sais pas si on peut dire un genre, qui sont utilisées par les sphènes. Les sphènes ont beaucoup d'usages, notamment chirurgicaux. On a eu des essais d'utilisation des sphènes comme coton, et ça c'est assez extraordinaire. Et les plantes malgaches rendent encore bien d'autres services à l'homme. Sur les 12 000 espèces décrites à Madagascar, environ 900 sont utilisées à des fins thérapeutiques. Une de ces plantes, la pervenche de Madagascar, est notamment connue pour les propriétés anticancéreuses de certaines des substances qu'elle contient. Ça fait un moment qu'on cherche des poissons. Et bien finalement, on a des ruisseaux qui sont très jolis, mais qui n'abritent aucun poisson. C'est une question qu'on n'a pas encore résolue. C'est assez intéressant. Tanguy ne désespère pourtant pas, et plus déterminé que jamais à trouver ne serait-ce qu'un seul poisson, il tente une dernière technique, la plongée en apnée. On vient de capturer une anguille du Mozambique, qui est une espèce qu'on trouve sur la côte est de l'Afrique, et puis à Madagascar aussi. C'est un poisson qui naît en mer et qui vient vivre en rivière. Et il a la particularité de pouvoir remonter très haut dans les rivières, là où très peu d'autres poissons peuvent se trouver. Là, par exemple, on n'a aucun poisson sur cette rivière, à part des anguilles dans les trous. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des petites cascades, il y a des rapides, etc. Et ce sont des poissons qui arrivent à remonter les cascades, peut-être en passant d'ailleurs par voie terrestre quand il pleut. On connaît très peu de choses sur cette espèce, et notamment sur la biogéographie de cette espèce. Et puis on va prendre des mesures, et puis on va la remettre dans son trou. Ça faisait un moment qu'on posait des nasses, qu'on mettait des coups de filet, etc. On n'attrapait rien du tout. Là, avec cette anguille, au moins on a un petit peu de pain sur la planche, c'est bien. Et du pain sur la planche, Tanguy n'est pas le seul à en avoir. Les scientifiques ramènent chaque jour au camp de nouvelles données pour la science, y compris sur des espèces dangereuses. Dans d'autres conditions, il aurait été intéressant de noter la réaction à choc venin, mais je ne veux pas aller aussi loin. En fait, tu ne sais même pas ce qui pourrait arriver. Non, pas pour cette espèce-là. Il est grand, donc il doit avoir beaucoup de venin. Il faut faire attention quand tu le manipules.
Si tu marches dessus ou si tu te couches dessus, c'est comme ça qu'il te chope. Mais c'est un très beau scorpion. Donne-moi quelque chose pour l'enlever de là. Ouais. Tu veux une branche? En fait, un caillou, ce serait mieux. Tu peux m'en ramasser un? Il est pas très gros, ton caillou. Je t'en donne un autre. Je veux qu'il passe dessus, sans trop s'énerver. Des centaines d'espèces animales et végétales ont déjà été collectées et il reste encore 10 jours d'expédition. Ces résultats plus que positifs poussent Évrard à faire une surprise à son équipe. On a une nouvelle destination qui nous attend et on va mobiliser pratiquement tout le monde pour aller sur un nouveau camp qui est le camp des lacs. L'idée c'est d'y aller dès demain. Donc demain matin. C'est un endroit qui est particulièrement délicat, il y a beaucoup de falaises, il y a très peu d'endroits où on peut marcher facilement. Lors d'un précédent voyage, Évrard avait repéré de nombreux écosystèmes prometteurs, dont un dans lequel il pense avoir vu une nouvelle espèce de lémurien. Le campement est donc installé, après une journée de marche, au cœur même du massif du Macaï. C'est un milieu très accidenté qui attend les chercheurs, et les progressions ne sont plus aussi rapides. Mais chaque obstacle est une promesse de découvrir un monde nouveau. Le Macaï, par son extraordinaire morphologie, a isolé des habitats naturels depuis des millions d'années et permis à des groupes d'animaux et de végétaux de se différencier au point d'enfanter de nouvelles espèces. C'est l'endroit idéal pour assouvir la soif de découverte des membres de l'équipe, à commencer par Tanguy et Jean, cherchant encore et toujours une nouvelle espèce de poisson. Oh! Jean, regarde. C'est quoi ton but? Ah oui, un gros mâle, hein? Incroyable. Ouais. Et regarde ça, ces couleurs, ça c'est un mâle extraordinaire. Et moi je pense que c'est clair qu'ici ça n'a pas brûlé, c'est vraiment l'habitat intact. C'est vraiment l'habitat pur. On a trouvé la perle du Macaï. On était presque résignés et puis voilà qu'on trouve ce petit poisson. Il est fort possible que cette espèce soit une espèce qu'on n'a pas encore décrite. On a peut-être trouvé une nouvelle espèce dans le Macaï. La découverte de ce poisson, aussi minuscule qu'il soit, est une grande nouvelle. Il sera un argument de poids pour la conservation du Macaï. Dans la biodiversité, chaque espèce est presque insignifiante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose que fait une espèce qu'une autre ne ferait pas. Il y a énormément de redondance. Souvent, la métaphore qui est utilisée pour décrire la biodiversité, c'est celle des ailes d'un avion. Les ailes d'un avion sont attachées par des milliers de rivets, et chaque rivet est un peu insignifiant, c'est-à-dire qu'on peut s'en passer, on n'a pas besoin pour que l'aile reste attachée. On enlève un deuxième rivet, l'aile reste toujours attachée, on pourrait peut-être enlever 10-20% des rivets. Sauf qu'il y a un moment où l'aile de l'avion n'est plus attachée et où l'avion se crache. Et donc finalement, si on veut essayer de comprendre l'intérêt de la biodiversité, eh bien c'est pas en regardant un élément, même si cet élément il est important de le connaître, mais c'est le fonctionnement global de tous les éléments ensemble qui donne l'intérêt de la biodiversité.
réserves de nourriture sont arrivées à épuisement. Le camp avancé est tellement retiré dans le labyrinthe du Mackay qu'un hélicoptère est indispensable pour assurer le ravitaillement. Évrard et quelques chercheurs décident alors de profiter de l'appareil de passage pour atteindre une zone située à seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau, mais particulièrement difficile d'accès. Après les avoir déposés, l'hélicoptère repart aussitôt, laissant nos quelques aventuriers retrouver le silence de la nature. Ils devront ainsi rentrer au camp par leurs propres moyens. Cheers. C'est une tortue. Ah, c'est ça. Tu vois ça? Bah, elle a replongé. Mais si c'est une tortue, c'est une grosse tortue, quoi. Leur promontoire leur permet d'observer plusieurs tortues aquatiques d'une taille peu commune dans un lac en contrebas. Mais des bruits captent l'attention de Vincent. Une petite forêt semble abriter quelques chauves-souris, sa spécialité. L'équipe décide alors de s'en approcher. Une fois sur l'eau, Vincent choisit de s'approcher de la colonie repérée et, à sa grande surprise, découvre des Pteropus rufus, des chauves-souris frugivores et non insectivores, les plus grosses de Madagascar. Communément appelées renards volants, elles forment ici une des plus grandes colonies jamais vues. Le spectacle est unique, mais un comptage est impossible. Vincent prend donc des photos afin de pouvoir les compter a posteriori. Comme chaque nuit, les scientifiques parcourent les rivières et les forêts à la recherche de spécimens qu'ils n'auraient pas encore recensés. De nombreuses espèces de serpents, de lémuriens, de caméléons, de grenouilles et bien d'autres encore, n'étant visibles que la nuit. C'est une espèce que j'avais pas eue encore. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai trouvé ce longicorne au sommet de l'arbuste là derrière tout à l'heure. Fais gaffe, ces trucs peuvent faire très mal, très mal. Oh oui. Il est beau. Regarde-moi ça comme il est beau. Je saigne. C'est ce qui aide à la prolifération des arbres. C'est lui qui recycle les éléments nutritifs du sol. Ces bestioles peuvent passer des années à manger. Voici la larve, une larve de scarabée. Et voici un scarabée adulte.
Il reste à l'état de larve 1, 2, même 8 ans. Et il peut même te mordre. Il a de grosses mandibules. Nous, on les mange. Vas-y, mange. Sans façon. Tu veux goûter? J'ai du boulot, il faut que je te laisse. Merci pour ta contribution. On va le mettre dans un bocal? Ne le laisse pas te mordre. Non, t'inquiète pas. C'est le genre à mordre. Ça, c'est un serpent venimeux, un serpent nocturne. Il voit super bien la nuit. Et tu vois aussi comment il utilise sa langue. C'est le moyen de sentir sa proie. La langue, en fait, attrape les molécules des odeurs, et une fois dans la bouche, il les goûte. C'est un adulte? Oui, un jeune adulte. Ils peuvent être un peu plus grands que ça. Mais oh, c'est le genre à mordre. Il te cherche. Vas-y, petit. Mon Dieu, regarde-moi ça. Tu vois comme il ouvre et il ferme sa mâchoire? C'est pour être sûr de bien implanter ses crochets et de vraiment bien mordre. Regarde! Impressionnant. Les membres de l'équipe sont dans le massif depuis maintenant un mois, et la forêt n'a plus de secret pour eux. Pourtant, la soif de découverte est intacte, et le désir d'explorer de nouveaux canyons ne faiblit pas. Progressant dans un univers verdoyant aux allures de jardin d'Éden, ils atteignent une petite forêt suspendue quand une silhouette apparaît dans les feuillages. Ah ouais, ils sont impressionnants. Hein. Pas un bruit. Il y a plein de bambous là-haut. Nos aventuriers sont aux anges. Le lémurien observé par Évrard l'année précédente s'est montré à nouveau. Mais impossible en si peu de temps de l'identifier. En revanche, la présence de nombreux bambous les met sur la piste des appâts lémurs, qui en sont friands. Il ne reste que quelques jours et une partie de l'équipe décide de concentrer tous ses efforts pour en savoir plus sur le lémurien fantôme. Car si cet animal était une nouvelle espèce, ce serait le meilleur des atouts pour protéger la région. Tu peux pas descendre par contre. Ouais, tu devrais réussir à tomber sur des forêts inconnues. En tout cas, totalement préservées. Pour moi, c'est le plus prometteur, c'est ça. Ouais, c'est parti. Tandis que le primatologue Rainer Dolch et son homologue malgache Tiana Ratolo-Janahari choisissent de s'enfoncer dans la végétation luxuriante des fonds de canyon, Évrard, Brian et le botaniste Jackie Andrian Tiana tentent eux de progresser sur les hauteurs et de rejoindre par les crêtes vertigineuses un gouffre lointain repéré par image satellite. La route vers leurs objectifs respectifs, parmi les écosystèmes les plus isolés du massif, est encore semée d'embûches et demande un goût certain pour l'aventure. Nous avons des traces de lémuriens. Les petites branches de bambou ont été mangées. Ils devaient être là il n'y a pas longtemps.
C'est un endroit propice pour les lémuriens. C'est de plus en plus dur de progresser. Et là-haut, ça va être pire. Après avoir franchi non sans mal d'innombrables canyons, Evrard, Brian et Jackie atteignent enfin un incroyable écrin de verdure, isolé au milieu d'un véritable désert minéral. Verrouillé de tous côtés par d'impressionnantes falaises verticales, ce gouffre présente un micro-écosystème dans lequel nos aventuriers pensent avoir de bonnes chances de découvrir de nouvelles espèces. C'est le monde perdu ici. Regarde-moi ça. Tandis que Jackie doit collecter toutes les espèces végétales pour lui et ses collègues botanistes, Brian a lui la charge de ramener le plus grand nombre d'insectes présents. Un tronc, c'est tout un monde. Un monde à part pour les insectes. On peut trouver une 50aine d'espèces qui vivent là-dedans. Ils y passent toute leur vie. Une vie qui change au fur et à mesure que le tronc se décompose. De nouvelles espèces arrivent, d'autres s'en vont. Sens-moi ça. C'est du canarium, je pense. Ça sent bon. Je sais qu'ils sont là. Je les sens. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour étudier ce tronc. C'est vrai, mais ici, on oublie le temps. Il nous a fallu 6 heures pour venir. Il en faudra autant pour rentrer. J'imagine que c'est comme les astronautes. Ils oublient le monde. Je regarde une dernière fois. La voilà. Il y a une aile, une espèce ailée. La voilà. Regarde ça. C'est ce que je cherchais. Je savais qu'elle serait là. Il y a des cornes, des pics, des poils. C'est toujours comme ça. Juste avant de renoncer, on se dit allez, un dernier coup d'œil. Il faut toujours ce dernier coup d'œil. T'en as assez? Un seul spécimen suffit. Parfois, c'est pas forcément une nouvelle espèce, mais un seul échantillon prouve qu'il est là, qu'il habite là. Aucune nouvelle espèce n'a finalement été trouvée dans ce gouffre, ni aucun signe des lémuriens. Mais la chance d'avoir exploré un tel endroit compense largement cette déception. De leur côté, Rainer et Tiana, malgré la densité de la forêt, suivent toujours la piste des appâts lémures et approchent lentement de l'extrémité du canyon. Ça y est, on entend enfin les lémuriens. Olivia. Qu'est-ce qui est gagné? Vous avez vu la palémie? Quoi? C'est vrai? Quoi? Excellent! Excellent! C'est vraiment très sombre. Ça a presque la couleur des roches là. Et puis il grimpe les roches en fait. Il grimpe les roches? Il y en avait combien? Il y avait 4 ou 5
Alors, au moins 4 ans. Oui, il y avait un jeune. Il grimpe, alors c'est d'autres modes de vie aussi. Alors c'est... Ouais, c'est dur quand même. Très anormal pour un Et dans quel canyon? Tu penses que c'est pas possible qu'il y ait une petite population uniquement sur ces 2 petits canyons? Il doit y avoir des connexions avec d'autres populations, d'autres canyons. Ils peuvent grimper les murs, alors je pense que c'est assez facile pour eux de changer entre les canyons là. Ouais. Félicitations. Merci. Bon appétit. Hein. Merci bien. Merci pour cette bonne nouvelle. L'expédition touche à sa fin. Et la découverte de ce lémurien la clôture de la plus belle des manières. Confirmant les attentes, le massif du Macaï a offert aux scientifiques de toutes les disciplines une excellente moisson de découvertes. En effet, 2000 espèces de plantes, d'insectes, de mammifères, de poissons, d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles ont pu être collectées. Parmi elles, une première estimation montre déjà près de 80 espèces nouvelles pour la science. Et ces résultats ne sont que provisoires. Pour les scientifiques, l'identification sur le terrain n'est pas toujours possible et nécessite souvent des analyses ADN complémentaires. Leur travail ne fait donc que commencer. Pour Évrard, le bilan est plus que positif. Et pour lui, parmi toutes les découvertes, celle du lémurien, aussi tardive qu'elle fut, est une des plus importantes. Le petit primate est en effet un des arguments les plus forts que cette mission ait pu apporter en faveur de la préservation du massif du Macaï. Avec son association Nature Évolution, il est aujourd'hui en mesure de faire de ce coffre-fort de la biodiversité la prochaine aire protégée de Madagascar. Grâce à tous ces beaux résultats, le Macaï est également désormais un candidat sérieux au classement au patrimoine mondial de l'humanité.